Bon, eh bien, finalement, les semaines se suivent et se ressemblent. C'est encore une nouvelle défaite de l'OGC Nice contre Paris 3-0. On va en parler dans cet après-match, dans ce débrief du match Nice-Paris avec Bada. Salut Bada. Salut Brice, salut les gars. Et puis avec Sky. Salut Sky. Salut Brice, salut tout le monde. Bon Sky, où ça en est Avanti Parisi là? Parce que là, tu t'es un peu bien placé, j'imagine. Ouais. Alors, bon, ça vanne, allez-y. Par contre, je voudrais quand même qu'on fasse un petit récap des bets qu'on a fait quand même dans l'avant-match. Parce que je veux dire, il y en a quand même l'écureuil s'est gavé quand même dans l'histoire. Ah bah l'écureuil, il a fait fort. Le 3-0, le but d'Mbappé. Ça se moquer, le mec c'est un traître, Avanti Parigi, tout ça, mais en attendant, il a pris 3-0, le but de... Voilà, exactement. Alors, je paye le café la prochaine fois qu'on se croise. Alors, apparemment, d'après, j'ai téléphoné au café où tu vas très souvent à Nice. Apparemment, t'as fait une petite folie. T'as pris un café noisette. Non, un café noisette. Il a pris un noisette. T'as pris le noisette grâce à tout ça. Et bravo à toi. Je suis très très fier de toi, Sky. Bravo. Ça fait plaisir. Bon, bah écoute, tant mieux. C'est la première fois que tu fais un sans faute. Et que même un de l'équipe fait un sans faute sur les paris sportifs, c'est con. J'aurais préféré que ce soit moi qui passe, au moins Nice gagnait contre Paris. Ça aurait été cool. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ben c'est pas grave, on prendra ça pour le match retour, on espère en tout cas. En tout cas, on va parler évidemment de ce match, on va faire le débrief de ce match Nice-Paris, mais on va aussi parler, parce que il faut en parler du mercato qui n'est pas terminé. Le mercato avec le départ de Burner normalement. Ouais. 1,5 million à peu près, un petit peu moins, direction de Nîmes. Il est attendu, normalement il fait le trajet aujourd'hui, pas que Nîmes ce soit très loin, et ça devrait se signer, être officiel dans la journée de mardi selon Midi Libre, donc il est plutôt bien informé sur le club local de Nîmes forcément. Je sais pas ce qu'en pense Cédric, je pense que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Enfin, je pense que tout le monde est bien dans l'histoire. Nice récupère un peu de sous, Burner va récupérer du temps de jeu. Nîmes récupère pour pas cher un joueur qui a le niveau Ligue 1. Donc je pense que c'est une bonne opération. Ça va leur faire du bien. C'est ça. Il était pas vraiment dans le loft Burner, mais il faisait partie des indésirables, on va dire. Il était pas, on le voyait plus du tout. Il avait une porte de sortie, parce qu'avec l'arrivée de Lotomba, son temps de jeu, ça allait être rapidement limité quand t'es troisième dans la hiérarchie. Il pouvait dépanner à gauche vite fait, mais bon, on avait Camara et puis Nsoki, donc bon, c'est mieux pour lui. De toute façon, le prix payé par Nîmes, c'est correct. Donc tu récupères 1,5 million. Voilà, dans les deux cas, c'est un bon plan. Lui va pouvoir aller jouer. C'est un bon plan pour tout le monde, je pense. Et après, au niveau des départs, il y en aura d'autres, c'est ce que Vieira a dit, mais il y aura aussi apparemment quelques arrivées. Alors, est-ce que c'est une info, une intox, un coup de pression sur la direction Alors, pour reprendre ses propos, ils sont censés se voir avec Julien Fournier et discuter des manques de l'effectif et des ajustements à faire. Moi, j'ai quand même l'impression que ça ressemble beaucoup à du storytelling, parce que si à 15 jours de la fin du mercato, une fois que ta saison est commencée, t'as besoin de discuter avec ton directeur du football pour te rendre compte qu'il manque des trucs dans l'équipe et finalement changer tes plans en fin de mercato. Donc soit c'est très inquiétant et ce mercato était mal géré. Mais après t'as vu, il se sert un peu des blessés, du Covid, du truc, donc sachant que une semaine avant il nous disait non à gauche j'ai besoin de personne parce que j'ai Miziane, et que hop là Zach Miziane il le sort du 11 et il te met du coup Camara devant, donc bon voilà, encore une spéciale Vieira. Là il te dit non mais bon finalement on va avoir besoin de plus, en plus il utilise le pluriel, tu vois, c'est même pas genre je vais voir Julien Fournier pour étudier un éventuel ajustement, une opportunité de fin de mercato. Ça aurait été raccord avec le discours de Fournier, et puis ça aurait été logique. Non, là, c'est d'un coup, il va y avoir plusieurs départs, il va y avoir plusieurs arrivées, il faut que j'en parle à Julien Fournier et tout machin. Bon, c'est bizarre, tu disais le contraire jusque-là. Ouais, c'est ça, c'est la phrase qui est un peu... Parce qu'il dit clairement, des joueurs vont partir, d'autres vont arriver. C'est vraiment une phrase, il a l'air sûr de son fait en tout cas. Moi je pense vraiment que c'est plus du storytelling et du coup de pression, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que Julien Fournier en fait, que l'OGC Nice s'est si mal préparé ça que son mercato et fasse un rétropédalage complet. Bon, même si après la situation sportive exige qu'on ait plusieurs recrues, ça je pense qu'on est tous d'accord.
Et c'est un peu aussi une façon de Vieira de dire si personne n'arrive ou qu'on a un vieux pré sec d'un joueur claqué, dire je les avais demandé les joueurs, j'ai pas eu les éléments et voilà. Bon après s'il a besoin de l'effectif de Paris pour le mec essayer de créer du jeu aussi au bout d'un moment, ils doivent un peu se poser la question aussi de lui dire écoute sur le papier t'as déjà un 11 qui est quand même supérieur à pas mal d'équipes de Ligue 1 et ça joue toujours pas au ballon quoi. Je pense qu'ils doivent voir et ils doivent quand même aussi se poser la question. Mais ça fait 2 ans qu'on le dit et sans vouloir jouer le mec de je vous l'avais bien dit, je suis un visionnaire, tout ça on s'en fout, on a tous raison ou tort une fois de temps en temps. Mais dès la première saison, on se faisait chier. Donc il y avait certes cette excuse de il n'y a pas d'attaquant, mais ça essayait absolument pas de créer du jeu. Le dogme c'était on marque en contre, puis sur un coup de pied arrêté, puis le bus. Ça n'a pas tant changé que ça finalement. T'as moins cette notion de bus, mais même la saison dernière, dès qu'on marquait, on a arrêté de jouer. Donc c'est bien la preuve que déjà t'as une historicité du fait qu'une fois que t'as ouvert le score, t'es incapable d'aller chercher la victoire. Et cette saison, t'en es à effectivement. Si jamais une fois que tu as passé les 20 premières minutes du match comme face à Paris où tu as un peu d'allant, derrière tu t'en remets vraiment au sort, donc tu peux t'en remettre à un exploit de Gouiri ou à l'ouverture du score face à Strasbourg. Mais après, on l'a vu face à Paris, tu te prends le premier but, tu as vraiment la tête sous l'eau et cette équipe a pas d'allant et a pas le mental, je pense, pour aller un peu au mastic et retourner la situation. Il n'y a aucun leader en fait. Il n'y a aucun leader qui peut en fait taper du poing sur la table ou taper du poing dans le vestiaire pour dire maintenant c'est bon, on se bouge le cul ou même sur le terrain. Alors, on se bouge le cul. Moi, l'histoire des leaders, je veux bien que tu manques un peu d'expérience, encore que maintenant tu as récupéré Schneiderlin, c'est quand même moins vrai. C'est pas une question d'expérience. Mais après c'est une question d'amour propre, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Les mecs, t'as pas besoin d'être un leader dans le vestiaire pour te dire la situation ça me convient pas. Un leader genre gueulard, tu vois, un style de Gabi Heinze où tu avais certains joueurs qui avaient peur de rentrer sur le terrain selon le match qu'ils faisaient. Les mecs n'ont pas d'amour propre. Je veux dire, quand tu te fais salir comme tu t'es fait salir, à l'heure de jeu, si le match n'a pas tourné dans leur sens, ils se recroquevillent par terre et ils pleurent, tu sais, genre oh mince, ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, donne-toi à fond, quoi. Je veux dire, un mec comme Camara, tu vois, il se donne à fond jusqu'à la dernière minute. C'est pas lui qui va te faire, c'est pas un game changer, il va pas te claquer un doublé à la dernière minute. Enfin, les mecs, essayez au moins de vous dépouiller jusqu'à la fin. Après, vous perdez. On l'avait vu à Montpellier déjà, c'est la même chose, hein. Oui, mais ce qu'il y a de Montpellier déjà, tu t'es fait souiller. À Montpellier, tu te fais souiller. T'as juste Gouiri qui a un petit peu de mental et qui, sur une action, te relance le match. Et Camara d'ailleurs sur la deuxième où Dolberg est à 2 doigts de revenir au 3-2. En fait, voilà, c'est ton équipe, elle tient sur 2 mecs qui ont à peu près envie de faire un match sur 90 minutes. Les autres, si ça leur tombe pas tout cuit entre les pieds, en fait, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est on va se remettre au travail. Non, puis le coach il nous donne les consignes, mais c'est nous qui les comprenons pas. Je dis, mais secouez-vous, quoi. Enfin, on s'en fout que vous soyez nuls, vous n'arriviez pas à jouer ensemble, mais déjà au moins essayer de jouer un match entier et après on verra si ça tourne dans le bon sens. Mais le pire, c'est qu'en plus de ça, ils jouent, alors attention dans ce que je vais dire, ils jouent plutôt bien les 20 premières minutes ensemble. Ah. C'était quand même. Mais je te dis après, si ça tourne pas comme ils veulent, il n'y a plus personne. Voilà, c'est ça. Putain, mais continue, c'est pas grave, tu t'es loupé 1 ou 2 fois, bon, ok, c'est ça, c'est le foot, ça dure 90 minutes, tu vas pas marquer à chaque frappe. D'ailleurs, il y a eu un peu plus de. Voilà. Il y a eu un peu plus de frappes d'ailleurs dans ce match-là, mais bon, encore une fois, ça ne prouve pas que voilà, On a fait autant de tirs cadrés sur ce match que sur les 3 premières journées. Ouais, voilà. Donc voilà, mais parce qu'ils ont tenté. De frappe de 25 mètres, quoi. Tu vois, oui, mais ça c'est pas grave. Non, mais ça c'est pas grave parce que vraiment eu d'occasion. Non, mais les frappes de loin, c'est pas si grave que ça. Au contraire, moi je trouve ça très intelligent ce jeu-là, un peu comme dans les années 90, avec des 6 qui arrivent à mettre des grosses patates pour, de temps en temps, pourquoi pas, débloquer des situations. Peut-être que ça doit aussi parfois passer par là. Schneiderlin a bien joué son coup 1 ou 2 fois. Tu vois, ça c'est intéressant à la limite. Donc tu te dis, putain, il y a un petit truc, et là d'un coup, t'as plus rien. Donc ouais, ok, c'est des frappes de 25 mètres, etc. Mais au moins, c'est pas bien les frappes de loin, c'est juste que dans les stats, quand tu vois, t'as fait plein de tirs, tous les tirs se valent pas non plus. Tu vois, non, tous les tirs ne se valent pas. Des tirs de loin, ça veut pas dire que tu as eu une vraie occasion non plus. Mais encore une fois, le problème aussi, c'est que pour en revenir au mercato.
non, mais là, on va enchaîner, c'est bon, t'inquiète. Ouais, de toute façon, là, on enchaîne direct. On est en roue libre comme l'OGC Nice. De toute manière, toi, depuis que t'as pris ton café noisette, là, que t'as gagné, c'est bon, toi, on te reconnaît plus, toi. Non, mais encore une fois, tu perds contre Paris, bah, voilà, il y a d'autres équipes qui vont perdre, on sait que c'est le PSG. Si tes 3 premières journées, tu les vis et tu les joues différemment, avec un projet de jeu différent et avec des résultats différents, peut-être que ce match-là, même si tu perds 3-0 et en étant en faisant le même match, peut-être que tu le vis différemment. Si avant ça, t'as fait 3 journées correctes et tu te dis là en face c'était Paris, les gars, ok, on en prend 3, on a essayé, ça a été dur, Mbappé, Di Maria, machin. Mais sauf que le problème c'est que les 3 dernières journées, à part Strasbourg où ça a été très très faible, contre Lens t'es abominable et tu fais un hold-up, contre Montpellier t'es abominable et tu te fais souiller, et là t'as toujours pas de révolte et c'est Paris en face. Là t'es abominable et tu te fais souiller encore. Voilà, et Paris qui a joué 4 fois en 10 jours, qui récupère Mbappé qui avait pas joué 1 minute depuis 15 jours. Qui a pas fait un bon match d'ailleurs, parce que même s'il gagne face à Metz, ça a été ultra laborieux. On l'a vu le match en plus pour le coup, il gagne à l'arrache à la fin là. Mais tu t'essayes même pas de les mettre une seule fois mal, c'est ça aussi où. Alors ok, les joueurs évidemment ils doivent un peu aussi se puncher eux-mêmes, tu vois. Mais là où Vira il doit leur dire les gars, ils doivent être cuits. On les a vus, hein, et tu l'as dit toi-même, Sky. Après Metz, ils étaient cuits, les Parisiens. Je veux dire là, tu dois les mettre à mal d'entrée, quoi. Leur effectuer un pressing relativement haut, relativement élevé, et on le fait pas. Encore une fois, on le fait pas parce que est-ce qu'on a peur de Paris? Vira l'a bien dit, on les a trop respectés, mais c'est à toi aussi de leur dire de pas les respecter. Tu vois ce que je veux dire? Mets-leur un peu des flèches dès le début du match. On te demande pas de les blesser, mais montre un peu que dès le départ t'es dedans et que Paris ou pas Paris, tu vas leur marcher dessus. Peut-être le match c'est pas le même. Mais encore une fois, on est des gentils, on respecte l'adversaire et puis voilà, tu prends 3-0 la même. Moi, honnêtement, je peux pas croire que c'est peut-être une naïveté de ma part, sûrement, parce que je suis pas dans le vestiaire, donc c'est vraiment un avis d'un extérieur. Je peux pas croire que les joueurs changent, les saisons passent et tu as toujours le même problème, d'impression d'avoir des enfants sur le terrain, quels que soient les joueurs expérimentés, ceux qui gagnent en expérience, ceux que tu décides sont des cadres, les renforts que tu as, et que ça ne bouge pas et que Vira soit indépendant de ce problème. Moi, je veux bien, et je l'ai moi-même dit il y a moins de 5 minutes que évidemment les joueurs, faut qu'ils aient un peu d'amour propre et tout, mais enfin, c'est pas possible que les générations de joueurs à l'OGC Nice se suivent et que tu n'aies et que t'aies vraiment aucun message qui parte. Enfin, parce que c'est le même profil, peut-être, la même mentalité qu'on recrute. Le recrutement, c'est contagieux en fait. Après, moi je crois, et on en a parlé dans d'autres émissions, je crois vraiment au fait que tu changes 2 personnes dans un groupe, ça te change la dynamique de groupe, et du coup tu attires des éléments qui sont un peu suiveurs vers le haut, tandis que quand tu as 2-3 leaders de merde comme on a dans l'équipe, où je pense que nos fameux cadres, on en reparlera, on a juste envie de les encadrer, quoi, parce que je pense que ça va pas à grand chose d'autre, ça veut dire que sur le banc, le mec n'arrive pas à insuffler ce message, cette dynamique aux joueurs. T'as pas de relais dans le vestiaire, donc est-ce que les relais dans le vestiaire l'ont lâché ou ont pas envie de faire le taf pour Vira? Enfin, j'ai l'impression que personne n'est concerné. Et j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'il y a eu 30, 40, 50 joueurs qui se sont succédés sous les ordres de Patrick Vira, et qu'en fait, le message de Vira est le bon, mais ils sont juste tous trop cons pour le comprendre. Statistiquement, ça me semble quand même largement improbable. Ouais, la coïncidence, elle serait un peu dingue quand même, hein. Que ce soit tous les joueurs qu'on recrute qui est un cerveau d'huître, et que, ou alors c'est que vraiment Vira, il est entêté dans un truc que les joueurs comprennent pas, dans un système que personne comprend, et voilà. Mais au bout d'un moment, il va falloir quand même se poser des questions. Je veux dire, tu t'adaptes avec les joueurs que tu as. Donc même, admettons que Vira ce soit le nouveau Guardiola, que ce soit un génie, la mayonnaise prend pas à l'OGC Nice. Désolé pour le nouveau Pep Canois, mais trouvons quelqu'un qui est capable de faire jouer cette équipe. Tu vois, moi, je vais répéter un truc quand même, parce que j'ai l'impression de l'avoir répété X fois que ce soit sur Twitter ou dans l'émission, mais ça fait 2 saisons que t'as un mec comme Dolberg, même s'il n'était pas là ce week-end, mais tu trouves toujours aucune solution depuis 2 saisons pour le moins l'esseler, pour lui apporter du soutien, tout ce que tu veux. Ça fait 2 saisons que je pense que si tu fais une statistique, il doit toucher 10 ballons par match, Dolberg, à tout casser. Je veux dire, et après chaque fin de match, t'as Vira, on lui pose la question, que ce soit Nice Matin, que ce soit le journaliste de conférence d'après-match qui lui pose la question. Oui, on travaille ça,
on essaye de trouver des solutions, mais arrête de nous prendre pour des cons, je veux dire, au bout d'un moment. Tu changes absolument rien, ton système c'est le même. Tu regardes tous les matchs, je pense que tu regardes les 3 premiers matchs de Vieira quand il est arrivé à Nice, et les 3 derniers, je pense qu'il n'y a eu aucun changement en 3 saisons. Je suis persuadé de ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Profitons-en pour démystifier une espèce d'histoire qui tente de naître sur les réseaux sociaux. C'est bizarrement, là il n'y avait pas Dolberg, c'était Gouiri qui était en pointe. Ah les mêmes mots, hein. Le mec a pas de ballon, on le trouve jamais, il sait pas quoi en foutre. C'est pas Dolberg le problème, et du coup, c'est peut-être pas Gouiri qui est subitement le joueur idoine et un génie, même si c'est un joueur très très talentueux évidemment. Voilà, c'est bizarrement. Gouiri a commencé à toucher des ballons quand il s'est mis à gauche et Kendo est rentré dans l'axe. Voilà. Quel que soit l'attaquant de pointe, et on va pas oser sortir la carte Ganago, ça serait quand même un peu sale, mais quel que soit l'attaquant de pointe que tu mets à l'OGC, il trouve pas de ballon. Donc que ce soit Dolberg, que ce soit Gouiri, que ce soit après Ndoye, il a quand même souffert en fin de match. Bon, c'est un très jeune joueur face au PSG, il y a sûrement d'autres raisons. Mais le problème, c'est vraiment ce système, c'est le manque de cohésion d'équipe. On est ultra dépendant des côtés, et des côtés qui n'ont pas du tout été performants. C'est là le moment où c'est vrai que tu vas pouvoir savater la performance de Youssef Attal, mais je veux dire, on est vraiment tellement dépendant des ailes que tu n'as pas, si t'as pas Ricardo et d'Albert, en fait, tu ne fais rien. Alors qu'en plus de ça, t'as quand même, je vu juste 2 petites minutes. Tu as quand même des milieux qui sont plutôt bons, même si hier, Thuram a fait quelques petites percées plutôt importantes. Tu as Trouillet aussi. Tu as PLM qui a quand même montré qu'il était en forme, etc. Et Schneiderlin, je comprends pas comment... Ouais. Non, mais en forme... oui, pardon. Non, mais en forme dans le sens où il a prouvé à Nice que voilà, il faisait quand même des bons matchs. Pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai. Oui, l'année dernière, voilà. Non, mais je veux dire... Putain, serre-toi. Dans le football, et par exemple, si tu regardes le Barça, le Barça de Guardiola, le milieu, c'était le moteur. Tout partait de là. Enfin, je veux dire, j'en fais support ouvert. Le Nice de Lucien Favre, c'est Thierry Cyprien. Voilà. Et avant, c'était Cosiello. Voilà. Aujourd'hui, tes milieux, sans déconner, ils te servent à rien. Que dalle. Ah, mais parce que la complémentarité, elle est proche du néant aussi. Je veux dire, t'as 3 milieux qui préfèrent à la base défendre qu'attaquer. Hein, je veux dire, tu le vois, hein, PLM, il a un 6 derrière lui, la Schneiderlin qui fait un pressing, qui récupère des ballons, qui est agressif et tout. Et le mec, il arrive quand même à être plus bas que lui et à couvrir des latéraux, le gars. Ouais, donc, normalement, mec, je veux dire, t'as un 6 derrière toi, t'es censé jouer un peu 8, 10, un peu créateur. Arrête de jouer tout le temps derrière. Et c'est pas que contre Paris, hein, mais depuis le début de la saison, Les Melou, il a fait un nombre de passes en retrait, mais incalculable, le gars. PLM, je pense qu'il est absolument paumé parce que tu n'as personne dans l'axe, parce qu'on a un jeu qui est dépendant des côtes et tout ça. Donc, de toute façon, au-dessus de lui, il y a un numéro 9 qui est introuvable. Donc, du coup, à part faire une passe à Dolberg quand il décroche, il n'a aucune option. Et il est associé à un mec comme Schneiderlin qui lui prend un peu ce rôle de ratisseur qu'il avait jusque-là, et un mec comme Thuram qui est pas plus à l'aise, que j'ai trouvé être le moins pire des 3 milieux hier, qui essaie de porter le ballon, mais qui est un numéro 6 à la base. Donc une fois qu'il a porté le ballon sur 20 mètres, il se retrouve au niveau de Les Melou, il se regarde, il y a personne devant. Je vais faire la passe latérale à PLM. PLM, il dit, si le mec sur le côté il est pris, je vais passer à Schneiderlin. Schneiderlin, il va tenter de réouvrir sur la droite. Allez hop, comme ça. Parce qu'en fait, une fois que tu as monté dans cette zone de 60-70 mètres le ballon, qu'est-ce que t'en fous? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que t'en fous? Et puis surtout dans un système comme ça en 4-3-3 avec des joueurs de côté, il faut obligatoirement mettre du rythme, obligatoirement mettre de la verticalité, du rythme, mais on n'en met absolument pas. On est tout le temps arrêté sur chaque phase de jeu, on pose le jeu, on construit lentement, on met un rythme de jeu très bas. Je veux dire, tu peux pas jouer en 4-3-3 et jouer comme ça. Ça c'est. Alors oui, tu veux jouer comme ça avec un rythme lent. Fais un vieux 4-4-2 à plat comme il y a 20 ans de ça. C'est-à-dire où t'as très peu de mobilité dans ton jeu, tes joueurs ils sont très fixes. Là tu pourras jouer un rythme lent. Mais si tu fais en 4-3-3 comme ça, où tes mecs devant, leur but c'est de prendre de la vitesse et avoir le bloc, que ce soit les milieux ou les latéraux, qui arrivent lancés pour dédoubler justement. Et tu peux pas jouer lent et être en 4-3-3 en fait. C'est impossible, ça va pas du tout ensemble. Parlons hier des latéraux, je veux dire. Tu t'affaiblis quand même, t'affaiblis ton côté gauche parce que une des rares satisfactions cette saison, c'est quand même Hassan Kamara,
Et on peut pas dire qu'il a été mauvais hier non plus, c'est quand même plutôt bien prêté à son poste, mais on peut pas dire que le côté gauche ait fonctionné. Parce que du coup, tu avais un Lotomba qui avait, je pense, comme consigne de rester hyper bas, ce qui est quand même un peu contre ses qualités naturelles aussi, hein. C'est un joueur qui est capable de jouer très offensif, qui a déjà joué ailier. Du coup, Camara, qui se retrouve un peu dans cette zone au milieu du terrain et qui avait toujours du mal à monter, enfin qui jouait très très bas pour un ailier, qui jouait en fait quasiment à son poste habituel de latéral, donc le côté gauche fonctionnait absolument pas. Les rares fois où Camara était dangereux, c'est parce que c'était en contre avec sa vitesse, et de temps en temps quand il a été trouvé parce qu'il y avait un ballon qui traînait dans l'axe, mais c'était quand même assez, enfin les dédoublements sur le côté gauche, moi j'en ai pas vu. Et à droite, mon Dieu. Enfin, je veux dire, entre Ronny Lopez, qui a à peu près autant de forme physique que moi, malheureusement, et Youssef Attal, du coup, qui jouait en fait à la même position que lui, du coup, qui s'est pris la foudre par Mbappé. Mais le problème, c'est que là où j'ai pas envie de fracasser Youssef Attal, c'est bon, on parlera de sa blessure, de tout ça après, mais le truc, c'est que si lui ne montait pas pour apporter le danger, bien, mais il ne se passait rien sur ce côté. Donc évidemment, il prenait la foudre. Déjà, il est face à un des 5 meilleurs joueurs du monde, peut-être, avec Mbappé. Donc bon, je pense que tout le monde prend la foudre. Mais en plus de ça, je veux dire, Ronny Lopez, c'est quand même très très compliqué. Et de toute façon, il n'y avait pas un milieu de terrain. Tu vois, il n'y a pas ni Thuram ni Lesmelou qui ont décroché. Pour monter le ballon, c'est quand même été un des rares à essayer de le faire. Ça n'a pas été brillant, bien sûr. Ah non, mais alors moi il y a deux choses vraiment où je trouvais que c'était horrible. C'est-à-dire que là on va pas encore dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sky, genre oui, on vous l'avait dit, on l'avait prévu et tout, mais des trois latéraux, s'il y en a un qu'il fallait faire monter, si vraiment tu voulais mettre aucun ailier devant, c'est-à-dire ni Nizian, ni Ndoye, ni Sylvestre, ni qui tu veux, je veux dire, il fallait faire monter Attal, c'était évident. Tu l'as dit toi-même. C'est le plus à court de forme, il était capable, je pense, de jouer 60 minutes devant, voilà, trop s'essouffler, et tu faisais rentrer Nizian comme tu l'as fait. Mais puis surtout, c'est le moins rassurant défensivement. Attal actuellement, on le sait très bien. Je veux dire, tu joues, tu l'as dit toi-même, face à un des 5 meilleurs joueurs du monde et sûrement un des meilleurs joueurs du championnat. Tu mets Attal qui revient de blessure, qui est revenu la semaine dernière de blessure où il n'avait pas joué depuis 8 mois, c'est Vira qui l'a dit. Avec Pellemar à côté de lui. Parce que bon, voilà, sur le but où tout le monde fracasse Attal, il y a quand même Pellemar qui fait ses gestes barrières. Qui fait synonyme de plot, voilà. Non, mais voilà. Alors déjà, ça, j'ai trouvé que ça a été un choix, mais catastrophique de la part de Vira. Et le deuxième choix, qui pour moi est peut-être encore pire, c'est que tu as décidé de faire la saison avec 3 latéraux seulement parce que tu vends Burner. Et ben, tu mettais 3 latéraux sur le terrain au même moment. Et quand il y en a un qui se blesse, et ben, c'est Pellemar qui passe arrière droit. Alors ça, c'est carrément du génie pour moi, carrément. C'est-à-dire que tu le reconnais. Tu le reconnais alors. Ah ouais, c'est du génie. Ah ouais, pour moi, là, franchement, il m'a. Mais je veux dire, t'as Mizian, que je l'invente pas. Hein, Vira lui-même l'a dit. On compte sur Mizian, je sais pas quoi. On compte tellement sur lui que Camara, il est devant lui dans la hiérarchie maintenant, sur l'aile. Mais c'est la spéciale Vira. C'est que tu vois, Danilo, ça va être difficile de le sortir du 11. Mézé, c'est mon fils et tout. Ça y est, en fait, quand Vira vient de toi, le mec il disparaît derrière. Tu vois, mais Mizian, on va plus le voir. Mais c'est ça, je veux dire, t'as Nizian, t'as acheté Ndoye, t'as Sylvestre qui est pas horrible du peu qu'on voit. Je veux dire, ça peut faire le taf, même si c'est Paris en face. Mais alors bien sûr que Camara, il a fait son match avec Camara, je pense que tu le mets partout, il va être bon en fait. Donc c'est pas Camara le problème. Bah, déjà vu que lui, il a l'air d'avoir quelque chose à foutre et qu'il court, il va sembler meilleur que tout le monde. Enfin, ouais, c'est ça. Donc je veux dire niveau zéro de l'analyse, mais le mec court quoi. Déjà, on en est là. Déjà c'est supérieur à pas mal de l'équipe, ouais. Donc ouais, c'est ça. Moi, voilà. Après, comme je dis, je me prétends pas que j'aurais eu la science infuse si j'avais été le coach et que ce que je dis ça aurait absolument marché. Mais pour moi, ça me semblait quand même un peu plus équilibré que ce qu'on a vu, et évidemment que Attal, il allait prendre un peu tarif face à Mbappé, sachant qu'il était à court de forme, qu'il allait faire un peu des va-et-vient, parce que Ronny Lopez était lui aussi à court de forme. Donc voilà, je veux dire, c'était évident quoi. D'ailleurs, il se blesse. D'ailleurs, il se blesse. C'est pas drôle sinon. Voilà. Donc bon, après, on va pas mettre tout sur le dos de Vira. C'est aussi un joueur qui se blesse tout le temps parce qu'il a une hygiène de vie dégueulasse. À partir du moment où il a plus envie d'être footballeur professionnel, ça risque d'arriver assez souvent quoi. Le problème d'Attal aussi, c'est que déjà comme tu dis, il se blesse souvent et quand il joue ces derniers temps, il est nul surtout quoi.
Normal. Sauf s'il se blesse tout le temps, il est tout le temps hors de forme, le type. Ouais, donc en fait c'est un cercle vicieux, tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue un peu. Donc t'es jamais dans le rythme, t'es jamais dans le truc, tu fais que te blesser. Donc ouais, bien sûr. Mais ça, enfin, pour l'instant, c'est quand même. On en a parlé pendant le confinement et la pré-saison. Où on se demandait un peu Attal qu'est-ce qu'il fallait faire avec Attal, tout ça, mais Attal, ça commence à devenir inquiétant quand même, parce que là apparemment il se tenait l'arrêt de la cuisse, donc ça va être un coup encore entre 3 semaines et 1 mois à tous les coups. Ça commence à devenir inquiétant quand même. Ouais, si l'Automba se pète ou qu'il prend un rouge, c'est rigolo quoi. Tu vois, au final, t'auras beau doubler les postes, si t'as toujours, si dans tes deux t'as un mec qui de toute façon n'est jamais là, en fait, t'as pas doublé ton poste quoi. C'est ça. Après, ça peut être aussi à l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'après, le mec, il peut se dire, l'Automba, il a pris ma place. Donc maintenant, il faut que je travaille 2 fois plus pour revenir. On peut le prendre aussi comme ça. Peut-être qu'il va avoir un déclic. J'y crois pas. Ça serait bien. Mais tu peux le voir aussi comme ça. Non, mais... Même quand tu l'as dit, tu croyais pas. Mais on peut. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Parce que le mec a toujours été titulaire et tout. Il va pas comprendre. Il va dire, attends. Mais puis Attal, quand même. Tu vois, le mec, on lui prévoyait quand même, sur ses premières saisons et tout. De suite, ça a été une révélation du championnat et tout. Bien sûr. Donc évidemment que peut-être ça peut être une. Cet été, il te dit encore, si je pars de Nice, c'est pour un grand club. Gars, là, si tu pars de Nice, tu vas. Tu vas à Bordeaux, quoi. Ouais, Bordeaux, t'es gentil, quoi. Enfin, je sais pas où tu vas. Ne critique pas Bordeaux, parce que Bordeaux, tu vas les jouer bientôt. Hein. Ouais. Ils vont nous mettre minable, en fait. On reparle dans le prochain débrief. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui sur Bordeaux, là, que Jimmy Briand, il voulait pas partir avant d'avoir mis son 100e but en Ligue 1. Écoute, Jimmy, si tu nous écoutes, lundi prochain, tu peux prendre tes valises et partir, t'auras mis ton 100e but en... Alors ça, par contre, c'est typique le joueur qui va marquer contre nous, ça. Ça dans l'avant-match. Le GC Nice t'offre ta retraite en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou je sais pas où tu veux partir. Brice, regarde la cote déjà de Jimmy Briand dimanche, c'est pour toi, on te l'offre. Je me lâche, je mets 1 euro. Putain, Royal au bar, quoi. Royal au bar. Je vais me payer un demi-pression, si ça passe. Putain, ça c'est l'échelle sociale, mon pote. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je voulais voir aussi. Je voulais voir avec vous aussi. Il y a un truc qui, moi, en fait, je commence à me poser réellement des questions sur Vieira, mais pas vraiment sur le terrain. Non, mais pas sur le terrain. En fait, je trouve que sa relation avec les supporters, je pense que c'est même pas le terrain, c'est les conférences de presse qui se cristallisent avec lui, je trouve. Je sais pas vous, parce que moi en fait, si tu veux, oui, effectivement, je ne suis pas supporter niçois, je regarde Nice avec grand intérêt évidemment, mais je suis pas, non mais il faut être franc, je suis pas dedans comme vous, c'est-à-dire que moi quand je regarde ça, je me dis putain mais le mec il est largué complet, et puis tu sais, mais nous on est trop dedans, tu vois, on est trop dans notre petite je trouve que le gars, c'est bien d'avoir un derrière extérieur. Voilà. Avec toi ça tempère, c'est bien. Bah ouais. Heureusement, sinon putain laisse tomber. Non mais je trouve que sa communication, au-delà du football, voilà, au-delà du terrain, etc., sa communication le cristallise réellement avec les supporters. Je trouve que les supporters critiquent plus ce qu'il a dit dans les conférences de presse qui sont totalement, mais alors, lunaires. Enfin, la conférence de presse d'après-match de Paris, j'ai été content, j'ai vu une équipe avec... j'ai vu mon équipe... Ouais, t'as l'impression que t'as fait un partout, quoi. T'as l'impression que t'as fait un partout, quoi. Ou que t'as perdu sur un vieux but à la dernière minute. Mec, t'as joué que 20 minutes. Dis, j'ai bien aimé les 20 premières minutes, on était dedans. Bon, ok. Bon, voilà, c'est une vérité, c'est un constat. Là, mec... Ouais, et après, t'as pris l'eau, voilà. Après, tu prends l'eau. Alors déjà que sur le terrain, bon, tes joueurs te le rendent pas forcément, donc forcément, les gens pensent que c'est toi. En plus de ça, dans les conférences de presse, tu te tends le bâton pour te faire battre. Putain, c'est... Je pense qu'il y a un tout. Il est passablement irritant en conférence de presse, mais parce qu'on est déjà saoulé de pas aller au stade, du mercato qui avance pas comme on le voudrait, des joueurs qui se la touchent sur le terrain, et derrière ça, t'as Vieira qui arrive avec un schéma merdique des déclarations après. Je pense qu'en fait, la tension chez les supporters, c'est mon analyse de l'extérieur, mais je parle déjà pour moi. C'est un tout vraiment, une situation qui est un peu anxiogène autour de l'OGC Nice pour plein de trucs. C'est putain, comment on va faire la saison? Il nous manque 3-4 joueurs. On peut toujours pas aller au stade alors que les autres ils y vont. Vieira, il nous saoule là depuis 2 ans. On voit un spectacle de merde tous les week-ends et tout machin. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout et il faut pas grand chose pour que l'étincelle parte. Et on voit le hashtag Vieira out sur les réseaux sociaux. Parce que tu vois, comme dit Cédric, les matchs, c'est les matchs qu'on a vus l'année dernière, déjà ni plus ni moins.
Pourquoi là ça pète? C'est certes peut-être la succession de matchs, mais c'est aussi un moment où on est tous très tendus, et moi le premier à ce sujet. Après, voilà, ce qu'il dit en conférence de presse, c'est lunaire, comme tu le dis. C'est incroyable. Mais à la fois, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre, quoi? Je veux dire, il a tout tenté. Il a essayé de dire, on travaille, ça a pas marché. Il a tenté de s'énerver, d'un peu, on va dire, responsabiliser les joueurs. Ça a pas marché. Il a tenté d'écarter des cadres qui jugeaient un peu néfastes au vestiaire. Ça a pas marché. Car le mec, il a bout d'idées. Je pense qu'il a bout d'idées. Moi, je pense que sans même décortiquer vraiment ce qu'il dit en conférence, parce que voilà, on sait très bien que c'est de la langue de bois, il va pas dire, voilà, lui il est nul, donc il justifie pas ses joueurs et tu peux à la limite le comprendre. Mais je pense que ce qui fait ce cassure, comme tu dis, Brice, c'est plutôt la différence flagrante entre ce qu'il dit et ce qu'on voit sur le terrain, en fait. Mais ouais, c'est ça. Et ça cristallise. Il est toujours en train de te dire, oui, on va se remettre au travail, on va trouver des solutions, on va faire si. Alors voilà, tu peux te dire, bon, ok, le mec il a enfin compris. Des fois, tu te le dis quand même. T'espères, t'y crois un petit peu, et puis en fait toutes les semaines c'est la même chose. Toutes les semaines c'est un supplice, et toutes les semaines et ça te cristallise. Non, je pense pas que vous en faites trop. En tout cas, si on part vraiment que là-dessus sur les conférences de presse, parce que maintenant ça fait 4 matchs, donc je les ai beaucoup regardés. J'adore regarder les conférences de presse et tout. Ça en dit très long, souvent sur l'état du club, sur les joueurs, etc. et tout. Le mec, oui, il est un peu largué. Et en fait, il fait rien pour récupérer le truc, et il donne le bâton pour se faire battre, et pour se faire détester. Parce que comme disait Bada, tu as toujours l'impression que ça va aller, ça va pas. Dis-le clairement, là on n'a pas la solution. Je sais pas comment on va faire, etc. Et ouais, mais là où je disais qu'on en fait trop, c'est que en fait, Vieira, tu le bouffes à toutes les sauces. Je veux dire, tu parles de l'OGC Nice, tu parles uniquement de Patrick Vieira. C'est le seul personnage vraiment médiatique à l'OGC Nice. Alors qu'avant, t'avais un entraîneur un peu discret, Puel, qui aimait pas les médias. Déjà, il le faisait bien comprendre. Donc finalement, les conférences de presse de Puel, c'était j'ai pas envie de vous parler. Puis t'avais River qui était très médiatisé. T'as eu Ben Arfa la dernière saison. Après, t'as eu Balotelli, t'as eu plein de joueurs. T'as eu un entraîneur avec Favre qui était un peu discret. Voilà. Non, mais Favre en conférence, c'était popcorn par contre. Hein. Il était popcorn, ça parlait de foot. En même temps, lui, il savait de quoi il parlait, quoi, aussi. Mais là où on en fait trop avec Vieira, c'est que t'as l'émission sur Téléfoot le mercredi, Issa Nissa, si Reda nous écoute, hein, mais très bonne émission. Mais pendant 25 minutes, t'as bouffé que du Vieira qui parle au vestiaire, Vieira qui parle à la presse, Vieira, enfin c'est Martine le mec, quoi, tu sais, tu le vois, mais dans les trucs, Vieira aux toilettes, c'est Martine. 25 minutes de Vieira qui te balance des trucs, mais super convenus, tirés d'école de communication. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur OGC Nice TV, t'as Vieira tout le temps. Ok, d'accord, la conférence de presse, c'est encore Vieira. Et puis, je vais regarder Intérieur Sport, c'est toujours Vieira. Mais, bien sûr que tu le détestes, je veux dire, ça marche pas et tu ne vois que lui. T'as l'impression qu'en fait, c'est le seul capitaine à bord. Dante, il parle jamais. Je pense que lui, il a abandonné totalement son rôle de capitaine. Les joueurs qui parlent, 90% du temps, c'est Pierre Lesmelou à la mi-temps. Là, exceptionnellement, t'as eu Schneiderlin après le match. Mais en fait, tu n'entends tellement que Vieira que tu satures de son discours. Donc après, bien sûr, ça marche pas. Tu trouves pas les solutions sportivement et tout. Mais tu verrais Vieira juste 10 minutes en conférence de presse, juste après le match toutes les semaines. Je pense qu'on aurait peut-être aussi un seuil de tolérance qui serait un peu plus élevé. Voilà, là tu sens que tu l'as que du Vieira toute la semaine quand tu es un fan de l'OGC Nice, et on a l'impression qu'on essaie de te forcer. Non mais tu l'aimes bien, Patrick Vieira, regarde, il parle bien, il prononce presque les prénoms de ses joueurs correctement et tout machin. Enfin, tu vas aimer, oui ou merde. Non mais après oui, c'est sûr comme tu dis, ouais, on en bouffe à toutes les sauces. Il faudrait peut-être aussi qu'on entende un petit peu River pour longtemps. Hein. Bon, alors, on lui demande pas d'intervenir pour défendre clairement son entraîneur. Hein. C'est pas le but. Mais ça serait bien qu'on l'entende un peu de temps en temps. Hein. Alors c'est sûr, au mercato on l'entend, mais en fait pour dire, il passe à RMC. Pour dire ouais non, mais en fait non, je sais pas. Il sait dire que regarde, la dernière fois sur France Bleu Azur, il est intervenu, il a un peu plus parlé de football que ce qui s'autorise d'habitude. On a bien senti que ça a fait baisser la pression d'un coup. Tu vois, il a mis un léger coup de pression sur Vieira, il a quand même pas menacé de le virer rien, il a même parlé de prolongation, tu vois. Mais il parle un peu de foot, il parle un peu de mercato, il parle un peu de l'état du club. T'as eu la parole présidentielle, c'est retombé un peu, puis en plus derrière, t'as eu 2 matchs qui sont pas trop mal goupillés.
allez, c'est parti, t'as eu les topics sur le point net, on joue le titre, les gens, les anti-Vieira, où est-ce que vous êtes? Enfin, tu vois, d'un coup, ça a déjà un peu détendu l'atmosphère. Tandis que là, t'as vraiment un silence assourdissant autour du mercato, genre, le mercato, non, je savais pas, ça nous concerne pas. On te resserre du Vieira comme ça en douce et tout, donc toi, de toute façon, nous, à passer notre journée sur les réseaux sociaux aussi, on le sait, on se monte la tête tout seul. En fait, et on en bouffe du match de merde le week-end, du documentaire de qualité mais ultra creux pendant la semaine, les produits du club qui sont très bien réalisés, mais bon, c'est des produits du club, quoi. En fait, tu te montes la tête tout le temps avec Vieira, mais ça avance pas, lui il dort et tout machin, il arrive en retard à l'entraînement, démission, enfin voilà. Donc, on savait un truc aussi, c'est que on en avait discuté même pour les libres antennes, tout ça. On savait que cette saison, avec le mercato tôt et tout ce qu'on a fait, tout ça, les joueurs qu'il a voulu, il y allait avoir aucune excuse. On le savait, hein. Je veux dire, on l'avait annoncé nous. On avait dit là, cette année, Vieira, il aura aucune excuse. Le problème, c'est que là, dès le départ, malheureusement, il a cramé ses cartes. En ne trouvant aucune solution, en ne changeant rien par rapport aux 2 saisons précédentes. Alors voilà, ils te disent en début de saison que je crois que c'est même River qui disait Patrick est un garçon intelligent, il va trouver des solutions, on en a discuté tout ça. Et quelle solution? Arrêtez de nous prendre pour des ânes. Je veux dire, c'est toujours pareil en fait. Donc au bout d'un moment, les supporters, alors je veux bien que des fois on soit impatient, on soit tout ce qu'on veut, mais là tu les prends un petit peu pour des cons en disant ça, donc forcément ça allait péter tôt, c'était évident. Ouais, mais si on te dit là maintenant, c'est une saison de transition, est-ce que tu vas l'accepter? Non. N'abusons pas. Le problème, et on laissera finir Brice, mais je sais pas si lui de l'extérieur, et vu qu'il se tape les conférences de presse, il a la même vision que nous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un club qui est arrivé à court d'idées. C'est-à-dire où tu sens que le coach ne sait plus quel levier actionner pour avoir de l'emprise sur son effectif et créer du jeu. L'état-major ne sait plus quoi faire sur le mercato, ne sait plus s'ils doivent investir pour des joueurs alors qu'ils veulent pas garder l'entraîneur. Est-ce qu'on garde l'entraîneur mais il joue pas bien? Enfin, et Ratcliffe qui est là, genre moi j'ai mis du pognon, j'ai fait confiance aux mecs en place qui ont eu des résultats. Ça se passe pas super bien, les supporters commencent à râler. Mais à la fois, les supporters, ils peuvent ni faire de descente, ni aller au stade. On se regarde un peu tous en chien de faïence, genre ça va pas, mais personne n'a idée de quoi faire. Donc t'as vraiment l'impression que tout le monde est un peu résigné. Après, attention, c'est une situation, par exemple pour le stade, pour tout ça, où c'est un peu pour tout le monde pareil. T'as des clubs aussi qui sont dans le mal d'entrée de jeu. Nice, le seul truc où je trouve que ça va pas forcément, c'est l'étape d'après. Ils savent pas comment faire. J'ai l'impression, c'est mon impression en tout cas, et c'est l'impression qu'ils donnent dans les conférences de presse où sportivement, on a fait ça et maintenant, il n'y a pas les résultats, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pas pensé à ça. T'as beaucoup d'idées parce que t'as l'impression que t'as plus de vision. Oui, alors déjà, c'est pas un problème de vision, je pense. Je pense que c'est plus un problème où ils s'étaient reposés sur un mercato à faire et que le Covid est passé par là et que beaucoup de clubs n'ont pas pu vendre ou ne veulent pas vendre ou ne veulent pas acheter, donc c'est un mercato très faible. Et je pense que ça, personne, mais absolument personne l'a vu venir. Et que là, tu dois réfléchir dans l'urgence, sauf que je pense qu'ils ne savent pas faire. Sincèrement, je pense qu'ils ne savent pas faire réagir dans l'urgence. C'est incroyable. Moi, je les trouve un peu perdus. Au niveau de la direction, je les trouve un peu... Comment dire tu sens qu'ils veulent faire, mais qui veulent pas avoir d'échec. Donc en fait, ils prennent aucun risque. Donc en fait, en faisant rien. Je te dis, je pense que tout le monde est un peu en chien de faïence. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde a peur de prendre une mauvaise décision. Tout le monde a peur de faire quelque chose. Et du coup, en fait, t'as la qualité pour te sauver et peut-être même jouer le top 8 facilement. Mais il va rien se passer, quoi. Tout le monde. De toute façon, il y a pas seulement Vieira qui est remis en question, mais où il y a une petite inquiétude. Je pense que le duo de la part des supporters, il est un petit peu remis aussi en question en se disant est-ce qu'ils vont être capables? Là, on va dire que c'est la première véritable année pleine passée par Ineos. Là, on attaque la deuxième année. On se doute très bien. Sauf retournement incroyable, et je pense que la moitié des supporters se suicident, Vieira devrait pas prolonger. Donc il va falloir aussi, eux ils vont être jugés, je pense, sur l'année prochaine avec quand ils vont nous montrer quel entraîneur va arriver sûrement et quel mercato ils vont faire aussi suite à ça, tu vois. Je veux dire, donc voilà.
Là-dessus, Vieira, bien sûr qu'il est pas seul responsable. Je pense que le duo, il va vite être remis en question aussi si ça tourne mal, quoi. Bah là, ça va être, je pense, un peu obligé parce que tu es au début de ton projet, donc projet Ineos, etc. Si ça vient arriver à faire ça un peu comme Marseille, un peu comme Bordeaux, où les mecs ont laissé faire, tu te mets dans des situations où derrière, c'est des choix que tu vas payer sur 5, 6, 7, 8 ans derrière, tu vois. Ça va être très compliqué, donc il faut agir tout de suite. Vraiment tout de suite. Mais bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce débrief, les gars, sur Nice-Paris. Je rappelle juste un petit truc, c'est que le prochain match, c'est Bordeaux-Nice. Et sur les 5 derniers matchs, il faut savoir que Nice n'a pas perdu. Il y a eu 2 victoires et 3 nuls. Voilà. Ouais. Donc on va faire notre bête pour l'émission de vendredi. Voilà, réfléchissez, vous aussi qui nous écoutez, réfléchissez, n'hésitez pas. Si vous mettez Brillant et qui marque, chapeau à vous, moi je le mettrai pas en tout cas. Mais bon, j'ai pas envie de perdre des sous. J'ai pas envie de perdre. J'en ai déjà assez perdu ce week-end. Hein, D'ailleurs, en parlant de Bordeaux, vu qu'on en parle vite fait, selon Nice Matin, on devrait récupérer Dolberg grâce au nouveau protocole Covid des 8 jours là. Ouais. Donc Dolberg devrait être présent à Bordeaux. Très bien. Eh ben écoute, on espère en tout cas parce que Bordeaux, ça va être très compliqué avec on sait que les équipes de Gasset, ça joue bas et ça joue très compact. Donc il va falloir bien les bouger. Donc on espère en tout cas une victoire du côté du Matmut Atlantique. Bon les gars, merci beaucoup pour ce débrief. C'était vraiment cool de vous retrouver après. Merci à toi. Après ce match. Merci les gars. On se retrouve pareil dans quelques jours pour l'avant-match contre Bordeaux. Merci à vous. Ciao.